Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité pour vous parler de ma passion, donc les traumatisés. Donc cet exposé, je vais vous présenter les choses un petit peu, voir d'où est venue l'idée de faire un trauma center en Belgique et est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire. Ensuite, je vous montrerai ce qu'il faut pour faire un trauma center et ensuite comment on l'a fait. Voilà, donc j'essaie de passer ma dia. Voilà, ça marche. Donc voilà, moi je travaille à Liège, dans un des grands hôpitaux de la région, qui disposait de toute l'infrastructure nécessaire au départ pour pouvoir créer un trauma center, notamment pour pouvoir s'occuper également des enfants et des femmes enceintes. Et donc c'est dans cet hôpital-là qu'on a choisi de le développer. Les enjeux, en Belgique, ça représente encore la première cause de mortalité avant 40 ans. Mais chez les enfants et les adolescents, c'est encore bien pire. C'est 80% des décès chez les adolescents, 60% chez les enfants. Quand on compte l'impact sur la qualité de vie, mais également sur l'absence du travail, l'impact familial, on se rend compte que le coût est plus important pour la société que le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Attends. Dans les centres qui ont pris une démarche active pour améliorer la prise en charge, certains ont observé une diminution de mortalité de 50%. Bon, chez nous à Liège, on est à 30%, mais c'est déjà tout à fait significatif par rapport à ce qui se faisait avant. Et chez les vrais pros du traumatisé qui sont les militaires, bon, je suis d'accord, ils ont une population relativement jeune avec des blessures assez spécifiques. Sur 44 personnes qui auraient dû avoir 100% de chance de mortalité suivant les anciennes prises en charge, ils ont réussi à en sauver 41. Donc voilà, est-on vraiment les meilleurs en Belgique? Hop, média qui change toute seule. Donc ceci, c'est la carte de l'Europe. J'essaie de faire aller le petit pointeur. Hop. Ça ne marche pas. Donc vous voyez la Belgique sur la carte qui est en vert foncé, et ça représente le taux d'accident par habitant dans les pays européens. Et on voit qu'à ce niveau-là, la Belgique, se situe de manière tout à fait comparable à l'Angleterre et à l'Allemagne. La carte suivante, voilà, c'est la mortalité par accident dans les pays européens. Et là, on voit que la Belgique, comme la France d'ailleurs, se situe dans les mauvais élèves, comme les pays de l'Est de l'Europe également. Et on se retrouve avec une mortalité de 65 par 100 000 habitants, qui est pratiquement le double de celle observée en Allemagne, qui est de 29 par 100 000 habitants, et beaucoup plus qu'en Angleterre, où ils sont à 36 par 100 000 habitants. Et donc pourquoi a-t-on une mortalité double chez nous, alors que le taux d'accident est le même? Je ne sais pas. Est-ce qu'on roule plus vite sur les autoroutes que les Allemands? Est-ce qu'on boit plus que les Anglais? Je vous laisse réfléchir. Une autre carte que je trouve marrante, ça c'est la répartition des pays qui disposaient de la TLS en 2013. Heureusement, depuis, la Belgique est devenue rouge aussi, mais on voit qu'en 2013, la Belgique était le seul pays européen qui ne proposait pas la TLS, qui est la formation avancée pour les traumatisés en Europe. Ces cartes-ci viennent de l'étude OKCE qui a été faite récemment, qui montre ici les endroits d'intervention pour traumatisés graves en Belgique par les SMUR, et ici leur répartition. Donc, dans quel hôpital les patients sont envoyés. Donc j'ai un petit peu agrandi le NO, parce que c'est ici que je suis aujourd'hui, et on voit donc qu'il y a vraiment énormément d'hôpitaux dans toute la région qui reçoivent chacun quelques patients traumatisés. Hop, voilà, ça c'est encore pour la Belgique. Donc on voit ici la répartition du nombre de patients par hôpital, et on se rend compte que les traumatisés graves sont envoyés en Belgique dans 145 hôpitaux différents. Que la moitié des hôpitaux belges reçoivent moins de 17 traumatisés par an, c'est vert, et il n'y a qu'un quart des hôpitaux belges qui en reçoivent plus de 30. Voilà. Une autre grille d'analyse du système de traumatisés en Belgique peut être faite à travers le prisme de celle développée par l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ils considèrent que le traumatisme est un des défis majeurs du XXIe siècle et ont développé toute une grille pour analyser la performance des traumasystèmes dans le monde. Donc on se compare là aux pays africains, aux pays asiatiques, etc. Donc en termes de soins préhospitaliers, on est au niveau 4, parce qu'on a un numéro d'appel commun pour tout le pays, on a des centrales d'appel, on a des SMUR, on a des ambulances.
Au niveau formation et entraînement, on est au niveau 2, qui est un niveau assez bas, parce qu'il existe des cours, mais qui ne sont pas obligatoires, ou en tout cas, il n'est pas défini quelle partie des professionnels doit suivre ces cours-là, qui sont les cours européens ou d'autres cours. Là où ça devient plus compliqué, c'est au niveau du réseau hospitalier. Le rôle des hôpitaux secondaires et tertiaires ne sont pas clairs. Il n'y a pas de lien de transfert ou de critères de transfert entre les hôpitaux. Donc à ce niveau-là, on est assez bas. On est également au plus bas en termes de contrôle qualité, puisqu'il y a extrêmement peu de données concernant ce qui se passe chez nos patients traumatisés en Belgique. Le KCE, quand ils ont fait leur étude, a dû se concentrer sur des feuilles SMUR, qui ne sont qu'un reflet tout à fait partiel de leur prise en charge, parce qu'il n'y avait rien de mieux. Donc voilà, quelle est la solution à ça? La solution qui a été retenue dans la plupart des pays qui ont avancé là-dessus est de développer un trauma system. On en parlait à l'introduction de ce talk. Et donc c'est un système global de prise en charge du traumatisé qui va, à partir de la prévention, donc ça va jusqu'à faire mettre des casques aux gens quand ils font de la moto, prévoir les voitures avec des ceintures et des airbags, au système préhospitalier, au système intra-hospitalier et à la revalidation. Ça ne sert à rien de faire tout un système super bien jusqu'à l'hôpital si après on n'arrive pas à remettre le patient dans son environnement, qui recommence à travailler, qui retourne à l'école. Et donc c'est évidemment une chaîne de plusieurs maillons. Quelques trauma systèmes dans le monde. Voilà, il y a l'exemple français qu'ils ont fait un petit trauma système du côté de Grenoble, spécifiquement pour les accidents de montagne. Le trauma système allemand, anglais, australien et évidemment américain. L'objectif, c'est de maintenir et d'améliorer la qualité de prise en charge de ces patients-là, en s'organisant avec les ressources existantes, en développant un réseau autour d'un centre de référence régional, et de faire des collaborations interhospitalières. Il faut également mettre en place un programme commun de formation pour l'ensemble du réseau. Les composants essentiels, c'est définir des critères d'admission et de transfert, définir les infrastructures, le staff, tout ce qui est nécessaire, et implémenter les algorithmes de soins. Tout ça se fait via une qualification médicale, via des formations reconnues, qui peuvent être la TLS, le TC ou d'autres. Et un truc qui est capital, c'est de faire un suivi des données, via un registre des patients traumatisés qui permet par la suite de se comparer aux autres et de s'améliorer et qui permet de se rendre compte soi-même où sont ses points forts et ses points faibles. Alors qu'est-ce que ça fait? Les Canadiens ont été parmi les premiers à faire ça. Donc, en 92, ils ont leur champion national qui était un nageur qui avait gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques, qui est mort sur un accident de piéton. Et plusieurs voix se sont élevées pour dire voilà, si jamais le système avait été mieux fait, il ne serait probablement pas mort. Et de là est venue la décision politique. Ils ont développé les trauma centers de niveau 1, puis ils ont développé les trauma centers de niveau 2 et 3. Ils ont organisé tout ça, et également avec l'amélioration de la médecine, c'est vrai, parce que ça fait sur 10 ans, ils ont diminué la mortalité, qui était de 52%, elle est passée à 8,6%. Ils ont également bénéficié d'un transfert vers la réadaptation beaucoup plus rapide, et de revalidation moins longue, vu que les patients qu'on y amenait étaient moins dégradés. Ce n'est pas les seuls. En Australie, ils ont commencé en 2001, et une fois qu'ils ont démarré leur trauma système, ils ont diminué la mortalité de 50%. Je n'ai pas pris l'État de Victoria par hasard, c'est parce qu'il a la même taille que l'Angleterre, c'est une ancienne colonie anglaise. Les Anglais se sont comparés à l'État de Victoria, ce qui n'est pas possible de faire pour la Belgique parce qu'on n'a pas les statistiques. Et ils se sont rendus compte que quand un patient avait déjà un score de gravité élevé plus un trauma crânien, il avait 3 fois plus de chances de mourir en Angleterre qu'en Australie, alors que c'est un État de la même taille, mais avec une population 10 fois moins importante. Et c'était encore pire quand le traumatisme crânien était associé à un traumatisme plus grave. Le score de 25, c'est un score déjà grave. Et là, la mortalité était x9. Cette prise de conscience leur a fait démarrer leur Major Trauma Network, comme ils appellent ça. Et on voit également, donc là c'est avant le démarrage du Trauma Network, la petite ligne orange c'est quand le Trauma Network est apparu, et on voit qu'ils ont diminué la mortalité en 3 ans de 30%, mais ça continue à s'améliorer. Donc voilà, moi je suis convaincu de la nécessité de faire des trauma centers et de faire des réseaux. Tout le monde ne l'est pas en Belgique, mais néanmoins la question mérite d'être posée. Donc, quelles sont les ressources nécessaires pour faire un trauma center? Vous devez avoir énormément de ressources. Il faut avoir toutes les spécialités chirurgicales, il faut avoir une grosse banque de sang et il faut avoir toutes les machines nécessaires pour traiter ces patients-là
du mieux possible. Donc, quand on est face à un problème, par exemple ici, changer une roue crevée, et qu'on se retrouve à deux, typiquement un médecin et son infirmier, ou le contraire, on peut calmement réfléchir, voilà, tiens, je vais prendre le mode d'emploi, je vais regarder comment va la roue, je vais la changer, je peux aller voir dans mes livres. Ça va prendre du temps, ça va prendre 45 minutes. C'est pas grave, parce qu'ils ne sont pas en course. Maintenant, quand on parle du traumatisé, on est en course. On ne peut pas se permettre de ne pas connaître le diamètre du boulon qui est là et devoir passer 10 minutes à chercher la bonne clé qui va avec. Parce qu'on perd du temps, on perd la notion du temps, et tout le monde sait que chez les traumatisés, le temps, c'est ça qui les sauve. Quand on regarde les vrais professionnels, ils attendent, ils sont prêts avant que le patient arrive. Une fois qu'il est là, tout le monde connaît son rôle, et en 2 secondes 5, on a chargé les 4 roues et fait le plein. Ce qu'un trauma center n'est pas. Le trauma center n'est pas le travail d'un seul homme, le chirurgien au doigt de fée, le chirurgien au doigt d'or. Le trauma center est un travail d'équipe. Et d'équipe 24 heures sur 24. Si vous faites un super trauma center qui marche de 9 à 17, ça va faire 8 heures par jour, 5 jours par semaine, ça fait un quart du temps. Et donc le système que vous mettez en place, il doit être disponible toute la semaine, jour et nuit, ce qui nécessite que l'équipe qui va prendre en charge le patient soit également disponible toute la semaine, jour et nuit. C'est pour ça que le trauma center ne peut pas être le travail d'un seul homme, le trauma center doit être un travail d'équipe. J'aime bien cette dia parce qu'on voit le force bleue qui représente le B pour le breathing, force vert c'est l'airway, force rouge la circulation. C'est un petit peu comme ça qu'on le voit chez nous. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une équipe sur place. Une équipe si possible, nous c'est la politique qu'on a choisie, avec des médecins qui ont terminé, donc pas des assistants. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'expérience pour prendre la bonne décision dans ces cas-là. Et il est très compliqué de former cette équipe-là, alors si on doit la reformer tous les 6 mois, ça devient le cauchemar. Donc une équipe qui est sur place et qui est appelée avant que le patient ne soit arrivé. Donc il faut également développer un système d'alerte interne. Chez nous, ça se fait par SMS que les personnes reçoivent, qui fait que l'équipe se rassemble au déchocage avant l'arrivée du patient. Le système de SMS permet également de prévenir la banque de sang, la radiologie, le bloc opératoire et les soins intensifs. Ensuite, comme on travaille ensemble, comme un orchestre, il faut une partition. Sinon, évidemment, si vous mettez 3 médecins ensemble dans la même salle, ils vont tous vouloir décider, tous vouloir faire ce qu'ils aiment bien, et donc ça n'ira pas. Et donc il faut développer une méthode de prise en charge où chacun a un rôle prédéfini et qu'il tienne ce rôle lors de toute la prise en charge. Nous, on l'a appelé le code trauma, mais chacun doit trouver le sien en fonction de ses ressources et de ses moyens. Ensuite, il faut des protocoles. Des protocoles parce que le traumatisé est un patient qui meurt. Chez nous, on a 15% de mortalité. Ça induit de la détresse dans les équipes et ça induit un rejet de responsabilité sur l'autre. Et donc, il faut que les protocoles soient clairs et bien établis, signés par les chefs de service, afin que les gens puissent être sûrs d'avoir fait le bon choix et le bon travail, et puissent être soutenus par l'équipe dans leurs décisions. Il faut faire des formations. Ça, c'est les formations qu'on organise. On organise des formations préhospitalières normales, les formations préhospitalières tactiques et les formations intra-hospitalières. D'autres existent, mais vous devez former les gens. Il faut aussi faire son registre annuel. Donc ça, c'est ma tâche la plus ingrate. Mais chaque patient qui vient dans le Trauma Center, j'ai encore plus ou moins 100 données pour lui, pour pouvoir en tirer les chiffres, pour pouvoir nous comparer par rapport à tous les autres hôpitaux qui font la même chose, et pour pouvoir en sortir toutes les statistiques, pour savoir quels sont nos points forts, quels sont les points faibles, et pouvoir travailler à améliorer la situation. Si vous développez un trauma center, vous devez aussi commencer à vous intéresser aux traumatisés. C'est une pathologie qui est spécifique, c'est une vraie maladie, et beaucoup de notions sont souvent, je dirais, mal apprises dans nos écoles de médecine, et beaucoup de notions modernes ne sont pas connues, parce que c'est une pathologie à laquelle on n'est pas souvent exposé. Par exemple ici, on se rend compte que chez le traumatisé, la tension et la fréquence cardiaque ne sont pas des bons indicateurs du choc. Il faut faire des pH chez tous les patients traumatisés. Chez les patients traumatisés, on parle de triade létale, mais ce n'est plus tout à fait vrai. Maintenant, la triade létale, elle est dominée par la coagulopathie. L'hypothermie et l'acidémie ne sont que des conséquences de la prise en charge. Il faut être prêt à un patient qui saigne beaucoup. Et comment être prêt? En ayant préparé un protocole d'hémorragie massive, avec une banque de sang capable de vous donner 10 poches de sang en 20 minutes,
et de disposer du matériel adéquat, un cell saver, un transduceur massif, et savoir l'utiliser. Il faut savoir ce que c'est le ROTEM. Et qu'est-ce que vous faites avec un arrêt cardiaque d'origine traumatique? Qu'est-ce qui, ici, réanime les arrêts cardiaques traumatiques? Voilà, une personne dans la salle. Qui d'autre réanime les arrêts cardiaques d'origine traumatique? 3, 4. Ok, ce n'est pas la majorité. Jusqu'à peu de temps, l'arrêt cardiaque traumatique n'était pas très souvent réanimé. On dit, voilà, 100% de mortalité, ça ne sert à rien de perdre son temps. C'est vrai, quand on fait un massage cardiaque classique. Mais on sait maintenant que quand on réanime l'arrêt cardiaque traumatique avec un protocole, qui est d'ailleurs publié par l'ERC depuis 2015, la récupération de rythme perfusant chez les traumatisés est jusqu'à 70%, et la survie, 30% de ceux-là. Et donc on obtient un taux de survie qui est supérieur, taux de survie à bonne santé, supérieur à celui de l'arrêt cardiaque médical. Et donc maintenant, dans les trauma centers, on réanime les arrêts cardiaques traumatiques. Et il faut aussi penser REBOA, ballon intra-aortique, technique qui évolue pour pouvoir arrêter le saignement sur les membres inférieurs ou les gros traumas de bassin. Il faut être prêt à aller jusque-là. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on a commencé à implémenter ça? Parce que c'est évidemment pas venu en un jour à la Citadelle. Bon, voilà le nombre de patients qu'on a par an. On en est très fiers, 240, on est dans la gauche de la ligne, mais 240, c'est quand même pas beaucoup. Quand on regarde par rapport aux Américains, on se rend compte que le Trauma Center de Texas, ils ont 4000 traumatisés par an, celui du Maryland 8000, et nous, avec nos 240, du coup, on n'est plus si important que ça. Et ce n'est pas suffisant pour s'entraîner directement sur le patient. On ne peut pas s'entraîner directement sur le patient. Et donc, quand on a commencé à développer cette nouvelle manière de prise en charge, on a implémenté ça avec un mannequin de simulation. Après, celui-là, il est extrêmement cher, mais vous pouvez très bien faire ça avec une poupée en plastique et un bon programme sur iPad. Hein. Donc on a fait un programme sur 1 an, qui a duré finalement un peu plus longtemps, comme en général quand on prévoit un programme. Pendant 4 mois, on a établi la nouvelle manière de prise en charge. Pendant 4 mois, on a formé les gens théoriquement. Et pendant 4 mois, on l'a implémenté via simulation. Donc d'abord, on a fait le code trauma, qu'on a simulé plusieurs fois en petite équipe pour l'améliorer, parce qu'avant d'apprendre quelque chose à 80 personnes, il faut vraiment qu'il soit au point, on ne peut pas corriger ça toutes les semaines. Ensuite, on a fait ça suivant le Learning Circle, le cercle d'apprentissage. Pour l'acquisition des données théoriques, on s'est rendu compte qu'il était impossible de faire des présentations comme je vous fais maintenant, parce que les gens s'endorment, les gens ne viennent pas. Et donc, on a développé un e-learning avec les différentes choses qu'on voulait leur apprendre, qu'on a demandé aux gens de suivre. Et ensuite, on a fait des simulations en équipe. Donc voilà, ça c'est une simulation classique et on l'a fait dans notre déchocage pour que les gens soient dans leur environnement de travail et qu'ils y apprennent ainsi. Hop, normalement j'ai le film qui doit marcher. Je vous laisse faire. Hop. En poussant sur le petit plus là, oui, voilà. Voilà, donc c'est accéléré. Donc là, voilà, le patient arrive. D'abord, il y a un petit stop de 5 secondes pour voir s'il est toujours bien vivant ou s'il n'y a pas une hémorragie massive. Ensuite, il y a le rapport que tout le monde écoute. Il y a toujours un infirmier qui prend note de tout ce qui se dit. Un point très important pour documenter correctement le dossier. Et ensuite, chacun fait son rôle. Le rôle est connu. Ici, c'est une prise en charge, comme on faisait au début, avec 2 médecins et 3 infirmiers. Et assez rapidement, le but est d'exclure toutes les lésions potentiellement immédiatement vitales qui pourraient nécessiter un traitement rapide. Voilà. Là, il a trouvé une éventuelle fracture de bassin, donc il demande qu'on mette une ceinture. Chacun dit un peu ce qu'il a trouvé. Hop. On conclut l'examen en regardant le dos. C'est déjà vieux, ça date de 2013, on a changé plusieurs choses dans la prise en charge, mais comme ça vous fait une idée. Et ensuite, il fait un résumé. Le team leader fait un résumé de ce qu'il a vu et énonce le plan. Et ensuite, le reste de l'équipe donne son accord ou pas pour le plan. Voilà. La troisième phase, c'est le feedback.
Donc si il y a des problèmes, ou même quand il n'y en a pas, on organise des réunions régulièrement pour discuter des feedbacks. On essaye d'en faire beaucoup, et en pratique on en fait plus ou moins 4-5 par an. Mais ce qui permet, quand on se rend compte de problèmes importants, de les implémenter dans notre prise en charge pour améliorer les choses. Voilà, ceci clôture mon exposé. Donc je vous ai mis mes coordonnées et les 3 types de cours qu'on organise. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous dit.